Alinéa, votre rendez-vous hebdomadaire, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis d'être là et ce soir, nous abordons un sujet tendance dont les acteurs constituent aujourd'hui de vrais boosters, de vrais stimulants d'un entrepreneuriat qui gagne à l'heure où chacun doit trouver sa voie pour se faire une place dans une société dominée actuellement par des initiatives porteuses pour un développement tous azimuts. Ils sont deux ce soir à nous partager leurs expériences, leurs motivations, leurs rôles et leurs défis. Ils sont coachs très motivés, bien assis dans leur rôle. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de recevoir Mélodie Priscilla Boya. Elle est business coach, auteure, entrepreneur et cofondatrice de Unstoppable Winners. Bonsoir, très cher coach. En tout cas, bienvenue à vous sur ce plateau de l'émission Alinéa. Nous sommes ravis de vous recevoir. Bonsoir, Madame Aline. C'est un honneur d'être ici. Merci beaucoup. Merci. C'est très gentil, Madame Aline. Alors, vous êtes tous les deux originaires du Congo, Brazzaville. Vous avez choisi donc ce métier qui est celui de faire du coaching auprès des entreprises, des institutions publiques et aussi des personnes qui ont besoin de vos services. Alors, pour la première question, je voudrais savoir quel est votre parcours et pourquoi avoir choisi ce travail? Merci pour l'invitation sur ce plateau. Et c'est très intéressant ce que nous faisons parce que c'est un travail qui touche les personnes directement, qui touche les institutions, qui touche les entreprises et donc qui touche l'individu lui-même qui est donc au cœur de la société, de l'entreprise, du ministère et autres. Et donc ce travail que nous faisons, le travail de coaching, c'est un parcours excitant avec beaucoup de défis, beaucoup de challenges, beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres surtout et aussi surtout la célébration des résultats, voir les vies transformées, voir le changement, quelqu'un qui est parti d'une idée à la réalisation d'un projet, quelqu'un qui est parti du stress, de la dépression à la libération de soi, à exercer justement le plein potentiel. Et ça, c'est quelque chose qui nous touche et c'est vraiment un parcours intéressant et nous aimerions vivre et continuer à donner ce que nous savons donner au travers du coaching. Et comment en êtes-vous arrivé là? Vous avez fait des études spécialisées ou vous êtes arrivé là juste par passion, motivé peut-être parce que c'est un sujet, sinon des créneaux de tendance à exploiter actuellement? Alors, moi, la passion de coaching, ça part de 2014. Je me trouvais dans une salle de conférence et c'est un Américain, un coach, un grand coach qui parlait. Et de là, je me suis dit, bon, il fallait que je me forme. Pas dans le coaching, mais j'ai voulu qu'il me coach. Voilà. Question de voir comment je pouvais me lancer dans les affaires, dans l'entrepreneuriat et autres. Et c'est ce monsieur, ce coach-là, qui voit en moi le potentiel de devenir coach. Et moi, je dis, mais au Congo, qui connaît le coaching? Je dis, mais tiens, on est en 2014. Et là, nous sommes en 2014. Et il me dit, non, Mélodie, tu es coach et tu peux faire ce que moi je fais. Je dis, mais comment? Ça va commencer comment? Il dit, va te former. Donc, c'est comme ça que il part. On était en Afrique du Sud à l'époque. Et donc, lui, il repart aux États-Unis. Et moi, je reste derrière. Je commence à chercher des écoles de formation, du coaching. Et c'est comme ça que je tombe dans une école et je me forme et voilà comment je deviens coach certifié. Certifié, professionnel, reconnu. Bien sûr. C'est très bien. Oui, justement, vous êtes entrepreneur, vous êtes également cofondatrice d'un concept, j'appelle ça concept parce que je voulais bien que vous nous explicitiez ce que c'est, le concept qui est donc Unstoppable Winners. Alors, pourquoi ce concept? Quel est le créneau de l'entrepreneuriat que vous explorez? C'est vrai, je suis cofondatrice d'Unstoppable Winner. En 2020, pendant que les gens criaient Covid, difficultés, nous on s'est assis avec des amis, on a dit pourquoi on ne peut pas faire quelque chose ensemble? Parce que vous savez quoi? En tant que Congolais, c'est quoi? Unité, travail, progrès. Et pour avoir le progrès, il faut pouvoir s'unir. Et pour pouvoir, après que nous sommes unis, on doit devoir travailler. Et si on peut s'unir pour travailler ensemble, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de différent? Et c'est là qu'est donc venu le concept Unstoppable, donc inarrêtable en français. Ça veut dire que nous sommes inarrêtables malgré la crise, malgré les difficultés, malgré les défis du 21e siècle. Nous sommes inarrêtables et nous pouvons faire quelque chose ensemble. Donc, raison pour laquelle nous avons créé Unstoppable Winner, qui est une entreprise qui fait de la représentation des entreprises étrangères.
étant donné que nous avons voyagé à travers le monde dans différents pays et nous approchons... Quand vous dites nous, c'est vous qui, voilà. Au niveau national? Au niveau national, nous sommes 3 personnes. Donc, il y a moi et donc j'ai 2 autres associés qui travaillent avec moi dans Unstoppable Winner. Et donc c'est comme ça que nous nous sommes réunis, nous avons dit faisons quelque chose de différent. Et donc Unstoppable Winner fait de la représentation des entreprises étrangères. Parce qu'ayant voyagé à travers le monde, rencontré les grands hommes d'affaires, beaucoup d'entreprises veulent venir au Congo, mais ils n'ont personne. Ils ne savent pas par où commencer. Nous, on s'est dit, mais nous, on peut être le point de chute de certaines entreprises. Et donc, voilà comment on a eu des contrats avec différentes entreprises de la Turquie, de l'Afrique du Sud, de Luxembourg, que nous avons décidé de représenter en République du Congo. Et depuis 2020, le parcours a été extraordinaire, des résultats extraordinaires. On a représenté des entreprises dans l'immobilier, on a représenté des entreprises dans les investissements, donc dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, nous sommes là et nous continuons notre parcours. Et le cercle grandit de jour en jour. Bien sûr. Ah ben c'est très bien. Je vais me tourner du côté de notre deuxième coach, qui est donc Ninos Ngwama. Ninos Ngwama, vous êtes coach pluridisciplinaire. Oui, ok, on l'entend bien. Mais dites-nous, qui êtes-vous en réalité et pourquoi coach pluridisciplinaire? Ok, merci beaucoup Madame Aline. Je suis coach pluridisciplinaire, mais spécialisé coach politique. Ok. Voilà, donc je suis, quand on dit coach pluridisciplinaire, parce que dans le coaching, il y a plusieurs branches. Quand vous optez pour suivre une formation professionnelle pour devenir coach certifié, on vous présente plus de 40 branches de coaching, parmi lesquelles vous trouvez les préparateurs mentaux de sport, ce qu'on appelle des coachs qu'on voit dans les matchs. Nous suivons tous les mêmes formations, mais quand vous devenez coach pluridisciplinaire, c'est-à-dire vous n'êtes pas seulement dans l'entrepreneuriat par exemple. Donc vous embrassez 5, 6 ou 10 filières et donc vous représentez tout ça. Mais à côté de ça, vous devrez avoir une spécialité. La spécialité devrait partir de votre passion. Et moi donc, je suis coach politique. Comme madame et business coach. Voilà, comme elle est business coach, moi je suis coach politique certifié. Je suis aussi ambassadeur de la paix. Donc nous apportons notre voix à l'ensemble dans plusieurs nations, dans les temps de crise. Nous sommes là pour mettre de l'eau. Pour mettre de l'eau. Je suis auteur, je suis écrivain, aussi chef d'entreprise, président directeur général du groupe international Coach Enseigne et initiateur d'un des plus grands programmes africains qui rassemble les femmes d'Afrique et de la diaspora chaque année dans un pays d'Afrique, intitulé Femmes spéciales. Voilà, donc chaque année on fait la ronde de l'Afrique et Brazzaville d'ailleurs a eu l'honneur d'abriter l'événement il y a quelques mois sous la bénédiction des autorités congolaises qui ont bien voulu que l'événement se passe. Donc l'événement rassemble plus de 1500 à 2000 femmes venant des 5 continents, pas des Congolais seulement, mais des Américains, des Haïtiens. C'est vraiment mondial. Voilà. C'est mondial, voilà. Donc on a initié cela, ça fait aujourd'hui 8 ans. Et donc après Brazzaville, nous nous apprêtons pour le Madagascar au mois de juillet. Et je suis un passionné de la comédie africaine. Et un très grand lecteur. Ah ben c'est très bien. Vous coachez les personnalités politiques ou vous encadrez les gens à explorer le domaine politique? J'essaie de comprendre un peu la nuance. Le coach politique, je m'occupe de tout ce qui concerne le développement d'abord de la personnalité, la construction de la personnalité, développement et construction de la personnalité. Mais aussi, nous accompagnons, nous avons déjà accompagné plusieurs hommes d'État, notamment le professeur Alpha Condé, notamment le professeur Ibeka, puisque nous œuvrons aujourd'hui dans la CEDEAO. Et donc le professeur... Au niveau national aussi? Au niveau national... Je ne veux pas qu'on les cite, mais je vais comprendre. Voilà, au niveau national, nous avons des autorités politiques ici, des membres du gouvernement et des anciens membres que nous coachons, des maires que nous coachons parce que nous avons lancé plusieurs projets municipaux tels que accroître sa capacité d'agir dans la construction des communes modernes. Qu'est-ce qu'on entend par commune moderne? D'ailleurs, c'est un grand besoin pour le Congo-Brazzaville. Donc, notre expérience est en train d'être superposée sur les challenges du Congo-Brazzaville. Parce que ayant longtemps évolué hors du Congo, alors la pensée est en train de nous dire pourquoi vous faites ailleurs, vous ne revenez pas chez nous. Voilà pourquoi nous sommes là. Donc, le coach politique est au centre
du début, au milieu et de la fin de mandat, tel que je suis l'auteur d'un célèbre livre beaucoup apprécié, Réussir son mandat et sortir par la grande porte. Ah, ça c'est bien. Voilà, parce que le coach politique, il est au centre des pressions de l'homme politique. Parce que l'homme politique, au-delà de l'entourage, vit des pressions et parfois il n'a personne en privé avec qui il doit partager ses challenges. Quand il est dans son bureau hermétiquement fermé, climatisé, et que la tête lui gratte, parfois il ne sait pas sur quel numéro de téléphone il va appeler. Donc le coach politique, il est là au centre, en privé, mais avec une déontologie qui nous oblige. Parce que nous, coachs, on prête serment. Ah. Ça, pour votre information, les coachs professionnels prêtent serment. Parce que vous ne pouvez pas être coach et travailler avec des gouvernements, travailler avec des hommes d'État si vous n'êtes pas certifié. Et dans la certification, on vous donne ce qu'on appelle l'autorisation d'exercer le coaching. Alors, si vous n'avez pas cette autorisation, et vous ne pouvez pas appartenir à l'ordre des coachs, comme on dit, l'ordre des médecins, l'ordre. Donc, aujourd'hui, c'est tout le monde, n'importe qui prend le téléphone, il fait comme ça, il devient coach dans son salon. Mais les coachs professionnels subissent un processus. C'est à vous de les combattre, de montrer qu'il y a une meilleure manière de faire quand on est plus professionnel. Ne les laissez pas le temps de s'étendre et peut-être de voler vos places parce qu'aujourd'hui, on sait qu'avec les réseaux sociaux, c'est facile. Hein, on s'intéresse parfois aux choses les plus banales et on néglige les choses les plus importantes. Bon, mais je pense que... Et pourtant, vous exercez, quand je comprends bien, pour madame, c'est depuis 2014 quand même, c'est beaucoup d'années. Et vous, ça fait plus de 8 ans. Non, ça fait depuis 2009. C'est étonnant parce que c'est peut-être il y a 2, 3, 4 ans qu'on commence à découvrir dans notre pays ce travail de coaching professionnel et d'entrepreneuriat. Alors, pourquoi, depuis tout ce temps, vous ne vous êtes pas visibilisé autant pour occuper l'espace? Alors, déjà, moi, c'est en 2014 que je découvre que j'ai le potentiel de devenir coach. Donc, ça me demande 2 ans de formation. Et donc, c'est en 2016 et je me retrouve à l'étranger encore. Et donc, je commence à exercer le coaching à l'étranger. En 2018, quand je reviens au Congo, je pense que je suis parmi les premières personnes qui commencent à parler du coaching sur les réseaux sociaux. D'accord. Et les gens disent, et on est fiers aujourd'hui que beaucoup de gens nous regardent et ont pu suivre le modèle parce que certainement nous avons pu inspirer beaucoup de personnes à se lancer dans le coaching. Mais ce n'est pas mauvais. Mais ici, nous appelons aux gens de se professionnaliser. C'est bien, ils ont peut-être la passion, ils ont peut-être l'envie. Et encore, peut-être qu'au Congo, il n'y a pas encore d'école de coaching là où ils peuvent aller se former pour ceux qui ne peuvent pas voyager. Mais nous sommes là pour donner la solution à ce problème. À toutes ces personnes qui envisagent, qui ont un rêve de devenir coach ou qui la passion de coaching brûle. Comment faire justement pour se professionnaliser? Et nous avons aujourd'hui... Contactez Madame Bouya et contactez Monsieur Ngwama. Tout à fait. Faites-vous coacher, faites-vous professionnaliser. Tout à fait. C'est pour ça que nous lançons un projet inédit du jamais vu au Congo, l'Académie de coaching, Webinaire Academy. Ça, c'est intéressant. Ouais. Et ce sera quoi alors? Une école de formation? Alors, ça va être une académie de coaching, comme je l'ai dit. Pourquoi d'abord? Pourquoi nous voulons faire cela? Parce qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a un pan entre l'école, la réalité, ce que l'école enseigne, et les défis du 21e siècle. Exactement. Donc, Webinaire Academy, ici, vient combler ce vide-là. Parce que vous allez avoir quelqu'un qui va faire un master en géographie et qui va dire qu'il est au chômage. Vous allez avoir quelqu'un qui va faire un doctorat en philosophie et qui dira 5 ans plus tard qu'il est toujours au chômage. Et aujourd'hui, on a un phénomène en Afrique, ce sont les diplômés sans emploi. C'est incohérent. Vous ne pouvez pas être diplômé et dire que vous êtes sans emploi. Soit vous manquez de créativité, parce que l'emploi, ce n'est pas seulement écrire « j'ai l'honneur ». L'emploi, c'est aussi réajuster ses compétences, augmenter ses connaissances et même créer de l'emploi. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens ont une mauvaise perception aussi face à l'emploi. Raison pour laquelle nous avons dit, on a des gens qui disent, moi en fait je ne réussis pas parce que je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Ou encore, moi j'ai trop de diplômes et je suis toujours pauvre. C'est incroyable, vous ne pouvez pas avoir un doctorat. Moi je n'ai personne devant pour m'orienter. Voilà. Ou non, vous savez, la réalité en Afrique, il faut avoir quelqu'un quelque part, etc. Non, vous ne pouvez pas dire que vous avez des diplômes et vous n'avez rien à manger. Moi, je trouve ça incohérent. Raison pour laquelle Webinaire Academy est une solution pour remédier
à ces problèmes-là. Les personnes qui ont trop étudié et qui malheureusement les formations ne sont pas utiles, c'est-à-dire ils peuvent pas être, ils n'ont pas le concret. Qu'est-ce que vous savez faire? L'entreprise veut savoir qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous pouvez offrir. Donc si vous avez trop étudié et malheureusement vous êtes toujours pauvre, il y a un problème. Et si vous dites aussi que je n'ai pas de diplôme, raison pour laquelle je suis dans un coin de la société, il y a aussi un problème. Donc nous sommes là pour dire en fait le diplôme c'est un papier. Vous voyez, c'est un papier, c'est important oui, mais dans quel contexte vous pouvez rendre votre diplôme utile, rendre votre formation utile. Si vous êtes un comptable par exemple, moi je suis une entreprise, moi je n'ai pas besoin de savoir que si vous avez un diplôme de comptabilité ou pas. Vous pourrez avoir votre diplôme, mais moi je vais vous demander, est-ce que vous pouvez tenir le bilan de mon entreprise? Donc il faut le concret. Donc, mais si le concret n'est pas là, il y a un problème. Raison pour laquelle nous venons pour renforcer les compétences, équiper les entreprises, parce que les entreprises aussi ont un problème. Ils ont recruté des gens et 3 ans plus tard, les gens ne sont plus performants. Les gens ne sont plus efficaces. Ils viennent au boulot, première chose, ils sont sur Facebook. Que faire? Donc nous avons besoin des personnels, des administrations, des institutions, des entreprises pour les aider à devenir plus performants, pour des meilleurs chiffres d'affaires, des meilleurs résultats en entreprise ou dans les administrations. Donc ça, c'est notre travail. Et aussi, pour toutes ces personnes qui se disent diplômées sans emploi, pour devenir compétitifs sur le marché de l'emploi. Donc ça, c'est notre travail dans l'académie qui va ouvrir très bientôt. Le 25 mai sera donc l'inauguration à Brazzaville. Très bien. Alors, comment identifiez-vous vos potentiels clients? Est-ce que le travail revient à vous d'aller les dénicher, les chercher, ou vous vous êtes ouvert, vous avez des structures bien installées et vous appelez les gens à venir vous consulter? Comment ça se passe? Bien sûr, nous avons des structures bien installées et donc nous invitons ceux qui seront là à l'inauguration. Ils viendront sur place dans les bureaux même de World Winner Academy à Brazzaville. Et donc on aura l'occasion de vous faire la visite. Nous avons des salles de cours, des salles de formation. Ici, c'est vraiment un système où nous changeons le mindset. Vous savez, à l'école, c'est bien. Vous êtes à l'école, le professeur il dit, quand vous regardez chez le voisin, c'est de la tricherie. Vous savez, mais dans la vraie vie, ce n'est pas la tricherie. Dans la vraie vie, il faut demander au voisin pour que le voisin vous dise comment lui il fait pour réussir. Exact. Alors qu'à l'école, on nous a inculqué que non, le jour du devoir, si tu demandes au voisin, ça veut dire que tu es tricheur. Ben non, la société aujourd'hui, moi j'ai besoin de Madame Aline, j'ai besoin du coach Nino, nous avons besoin des uns et des autres. Pourquoi? Parce que c'est seulement ensemble qu'on peut réaliser des grands projets. Seul on ne peut pas, mais à l'école, on nous dit chacun pour soi. Dieu pour tous. Dieu pour tous. Donc nous avons créé des structures de telle sorte que les gens travaillent en équipe, des salles de réunion et vous suivez les cours en équipe et les formations sont données par des coachs nationaux et internationaux avec les structures où les gens, nous avons des coachs internationaux qui vont enseigner depuis la France, depuis les États-Unis, depuis le Burkina Faso, depuis le Cameroun et connectés et vous êtes assis, vous suivez devant un écran les interventions des séminaires des coachs internationaux et nous avons aussi des formateurs locaux, des experts qui interviennent dans différents domaines, différentes filières que nous proposons en formation comme l'intelligence économique, l'ingénierie financière, le développement personnel, le leadership. Beaucoup de matières que nous donnons pour les entreprises et pour les individus et même l'entrepreneuriat, comment lancer un projet, le management de projet, le management de temps. Et je pense que le coach Nino, ça a beaucoup de choses à dire là-dessus également parce que c'est avec lui que nous sommes en train de gérer ce projet. Et je rappelle que c'est aussi votre partenaire parce que vous réalisez beaucoup de projets ensemble. Bien sûr. Mais ça doit coûter cher ce genre de consultation et des services, non? Alors, nous avons fait de notre mieux de nous rabaisser à la réalité du Congo. Pourquoi? Parce que nous voulons aider les Congolais. Il y a un problème sérieux de mentalité chez nous. Et si on ne pourrait pas parler du développement en Afrique si on ne parle pas de comportement et de changement de mentalité. Et nous sommes ici pour aider les Congolais depuis la famille, depuis le cœur de la famille. Vous avez des enfants qui vont à l'école, qui sont en vacances, qui n'ont rien à faire, qui suivent que la télévision et les jeux vidéo. Dès 16 ans, envoyez-les à l'académie. Nous sommes en train d'aller vers l'industrialisation. Parce que c'est écœurant de voir que l'eau de Javel, on doit toujours acheter ça quelque part. C'est écœurant de voir que, vous savez, le savon, on doit toujours acheter ça quelque part. L'enfant qui va à l'école, qui utilise le stylo d'octobre en juin, il n'a jamais pensé une fois comment on fabrique ce stylo.
D'où vient-il? D'où vient-il? Comment fabriquer? C'est ça. Le cahier qu'il utilise chaque année, il va à la rentrée, maman les cahiers, papa les cahiers. Il n'a jamais pensé comment fabriquer ce cahier. Nous voulons pousser les gens vers la créativité et surtout l'industrialisation. Comment créer? Comment fabriquer le stylo? Comment fabriquer le savon? Comment fabriquer telle ou telle chose? Et pourquoi pas s'unir ensemble pour lancer des grands projets pour industrialiser notre pays? Très bien. Coach Ngwamba, vous êtes spécialisé en coaching politique, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. J'imagine que vous avez du grand travail parce que la politique, c'est quand même un engagement d'abord personnel. Et vous arrivez là avec vos techniques et vos méthodes pour essayer de recadrer, peut-être de donner des conseils. Est-ce que c'est facile pour vous? Rien n'est facile, hein. Même manger n'est pas facile. Vous faites un travail excellent, mais ce n'est pas parce que ce que vous faites, vous le faites facilement, que c'est facile. Donc, les aptitudes, d'abord, comptent. Et ce qui m'amène à penser devenir coach politique, à l'époque, en 2009 déjà, c'est le grand écart entre le citoyen d'hier et l'homme politique qu'il devient demain. Le grand écart, vous voyez, la capacité de se retourner et de dire « je suis aujourd'hui au sommet, mais je suis passé quand même sur les marches des escaliers que je ne peux pas casser ni couper. Sinon, le jour où je vais chercher à aller reprendre un stylo en bas, je n'aurai plus rien. » Alors, cette cassure sociale entre le citoyen d'hier et l'homme politique m'a amené à m'intéresser à cette catégorie de personnes. Deuxièmement, c'est la souffrance mentale de l'homme politique. Vous savez, souvent nous disons il faut traiter l'homme avant de lui confier les responsabilités. C'est l'homme malade qui tue la société. Parce que la société, vous savez, nous sommes ici, ce fauteuil ne peut pas se décaper, ne peut pas se déchirer. Il faut qu'il y ait une action humaine, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que le fauteuil se dégrade. Et alors, si vous prenez un beau fauteuil comme ça, ou bien une belle tenue comme vous l'avez portée, vous remettez à un fou ou à un malade, rassurez-vous que cette tenue, demain, vous n'allez pas la reconnaître. Et ainsi, nous sommes dans des environnements où hier c'était bien et demain on a un malade et le malade gâte. Et quand le malade gâte, c'est la société qui subit, exactement, qui en pâtit. Mais il ne faut pas toujours se mettre à crier dans la rue parce que l'homme politique pour tout citoyen, c'est le diable. Mais qui va être à côté de l'homme politique pour faire comprendre à la population que c'est un travail difficile, la gestion de la cité, c'est pas donné à tout le monde. Mais quand vous avez cette vocation, comment l'orienter, comment la canaliser, comment bâtir ses stratégies, comment développer les comportements professionnels obligatoires en politique, comment construire un argumentaire, comment gérer le stress, comment prévenir des crises, comment affronter les crises, comment se projeter dans le futur. Et donc nous, en tant que coach politique, nous bâtissons des plans, des stratégies, nous vendons des projets à des individus qui deviennent des projets de société, des discours, des projets de campagne, ainsi de suite. C'est ce que nous faisons. Et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Si ça ne marchait pas, on ne serait pas sur votre plateau. Et donc ça marche très bien. Ensuite, si on dit qu'il faut traiter l'homme avant de lui confier les responsabilités, mais vous savez, on parle souvent des troubles mentaux. Hier encore avec Coach Mélodie, on en parlait, on riait. Mais vous savez, la plupart des Congolais souffrent des troubles mentaux. La plupart. Les troubles de comportement. Des troubles de comportement. Mais quand on parle de comportement, c'est le mental. Donc, on va pas fuir les mots. Ce sont les troubles mentaux. Imaginez-vous, par exemple, quelqu'un qui souffre d'un traumatisme qui ne finit pas. C'est un exemple. Quelqu'un qui a fait l'accident de voiture et qui tout le temps, lorsqu'il est dans une voiture, quand vous essayez de rouler vite, il est prêt à descendre. C'est un trouble de comportement. Et quelqu'un qui a fait fausse affaire, on lui a parlé d'investissement, il a injecté de l'argent dans quelque chose, ça n'a pas marché, et il devient sceptique à tout ce qui est investissement. C'est un trouble de comportement. Et la plupart du temps, quand quelqu'un il sort d'une déception, vous le rencontrez, vous commencez à lui parler, il va vous expliquer que tout ça, c'est faux. Et la plupart des Congolais sont dans la défensive. Et quand vous leur apportez même quelque chose de nouveau, ils ont peur du changement.
Le Congolais a peur du changement, c'est-à-dire tout ce qui est innovant. Coach Mélodie tout à l'heure disait l'industrialisation. Mais quand vous essayez de regarder certains pays aujourd'hui, hier les gens faisaient banque, mais aujourd'hui, certaines banques sont en train de travailler à la réduction des effectifs. Mais quels sont les plans de reconversion de profession des gens? Hier, aujourd'hui, banquier, oui, mais demain, quand le robot travaillera à votre place, que deviendrez-vous? Voyez-vous, donc, le coach aujourd'hui, il n'est pas que politique, mais aujourd'hui, le principe ou le système, l'éducation par le coaching devient l'instrument par excellence pour le monde de demain. Tout le monde aura besoin d'un coach. Tout le monde. C'est quand vous allez voir quelqu'un, il est footballeur, il joue déjà bien. Mais pour exploser, il a besoin d'avoir un coach. Et donc, à un certain moment, nous allons nous retrouver avec chacun. Quand vous êtes journaliste, vous avez besoin d'avoir votre coach. Quand vous êtes directrice, vous avez besoin d'avoir votre coach. Mais aussi un autre point important de demain, sinon d'aujourd'hui, ce sont les maris ou les époux coachs. Parce que la plupart des hommes aujourd'hui, avec une vision erronée de la femme, chosifiant la femme, ne sont pas prêtes à l'éclosion de la femme leader. Peut-être coach conjugal? Oui, il y en a déjà beaucoup. Les coachs conjugaux, ce n'est pas seulement ça. En fait, il ne faut pas faire seulement appel à l'aide extérieure. Ça veut dire mari coach. Ah bon? L'homme coach de sa femme. Voilà, c'est-à-dire et femme coach de son homme. Oui, femme coach de son homme. On n'a plus besoin aujourd'hui des PDG ou des DG qui ont trop d'écart avec le personnel. Quand quelqu'un a déjà la volonté de venir au travail et que vous apercevez une incompétence, le PDG coach ne va pas frapper, ne va pas mettre dehors. Il va se soucier de la construction de la personnalité parce qu'il a déjà trouvé un fond. Et le fond, c'est la motivation. Bon, à côté de la motivation, il y a une intelligence. Maintenant, il faut canaliser ça. Un autre problème, Madame Aline, c'est la reconversion professionnelle. Vous savez, le suicide social de demain viendra de tous ceux qui, aujourd'hui, pensent que la voie par excellence pour gagner la vie, c'est qu'on vous dise « Félicitations, vous êtes employé, on vous présente votre directeur des ressources humaines et tous les jours, on vous donne un bureau, tout ça. » Mais le bureau où vous êtes en train d'aller vous vanter là, quelqu'un aussi a réfléchi sur ça. Et le renoncement aujourd'hui, nous, en tant que coach, nous travaillons pour éviter le renoncement au projet. Parce que beaucoup de chômage sont la cause du renoncement des projets des gens. Les gens, il a un projet, il n'y a pas de financement, il renonce. Mais si cette entreprise avait été créée, ça aurait réduit un emploi quelque part. Mais avant d'arriver à l'emploi, celui qui a créé l'emploi, son entreprise venait d'où? D'un vide. Il a constaté le vide. Et ce vide-là l'a emmené à réfléchir et à combler le vide. Donc, en tant que coach, il faut travailler à construire des leaders, des hommes qui pensent que les vides qui sont là... Oui, mais comment les emmener justement à combler ces vides-là? Parce qu'il est difficile de sortir de rien et de penser qu'avec ce rien, je peux faire quelque chose. Quel élément pouvez-vous mettre à la disposition du public pour comprendre qu'avec rien, on peut arriver à quelque chose? Mais c'est pour ça qu'on parle du coaching. L'élément par excellence, c'est le coaching. Parce que le coaching, c'est quoi? Bon, on est en train de parler un mot anglais, c'est entraînement. Quand vous avez un joueur qui n'a pas de discipline, un joueur, comme on dit, les entraînements commencent à table. Mais quand vous êtes sportif, il faut que vous ayez quelqu'un qui vous dise les entraînements ne commencent pas dans un stade, ça commence à table. Vous pouvez avoir de très belles idées et vous pouvez avoir des projets et dire je n'ai personne, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais vous savez, la particularité, la différence entre le professeur et le coach, c'est que le professeur, il vous met dans un procédé tellement long qui suit un cycle pour devenir. Mais le coach est d'abord quelqu'un qui sort de l'école de la vie. Ça veut dire, aujourd'hui, en tant que créateur d'entreprise, je sais ou nous savons d'où nous sommes partis, sans rien à la main pour produire des résultats. C'est cette expérience-là que nous vendons à tous les coachés pour leur dire, voilà le processus. On ne va pas tout dire à la télé, sinon ils ne viendront plus à l'académie. Donc, il faudrait que les gens sachent que le coaching aujourd'hui, c'est le moyen par excellence pour révolutionner le système éducatif. Quand vous voulez aller vous inscrire dans une école ou dans un institut, on vous exige le niveau et le diplôme.
Quand vous voulez aller travailler quelque part, on vous exige 5 ans d'expérience professionnelle alors que vous n'avez jamais travaillé. Mais le coaching brise tous ces mythes. Parce qu'en réalité, tout ce que vous voyez sur la terre, là, ce sont des mythes. Quand vous voyez quelqu'un acheter un immeuble, beaucoup de gens attribuent ça à des sciences secrètes. Or, c'est faux. Il faut casser ça dans la mentalité des gens. Quand quelqu'un peut partir du néant, un semi-analphabète et devenir chef d'entreprise, employer des dizaines, des centaines de personnes. Mais toutes ces clés-là, nous les avons au niveau de l'académie. Voilà pourquoi on s'est dit, il faut créer une plateforme. On ne peut pas être là toujours en train de parler à la télé. Il faut que les gens viennent, que les gens écoutent de vive voix et voient nos réalisations. Parce que nous, on ne raconte pas, madame. On ne raconte pas. Quand on va vous dire l'événementiel, ce n'est pas à courir derrière les faire-part. Quelles sont les machines mises en place pour rassembler 2000, 5000 personnes venant des 5 continents à leur propre charge, à leurs propres frais. Et beaucoup de personnes ne peuvent pas le faire. Alors, quels sont les codes, quels sont les mots de passe? Le tout, c'est au niveau de l'académie. Au niveau du coaching. Voilà. Mélodie Bouéya, je sais qu'il est difficile aujourd'hui de parler de l'entrepreneuriat stable au niveau du Congo, mais on voit que les choses bougent quand même. En tant que coach, vous pensez vraiment que ça évolue bien ou il y a encore beaucoup de pas à faire? Alors, moi, je pense que déjà, vous savez, la réussite dans tout domaine commence par la tête, par le mental. Et chez nous, nous devrons vraiment insister sur le changement de mentalité, par le mindset. Et l'entrepreneuriat au Congo aujourd'hui, je vois, il y a beaucoup d'initiatives et on côtoie des Congolais. Beaucoup de Congolais ont des projets, mais peu réalisent justement les projets. Si on peut s'amuser à parcourir un quartier au Congo, vous allez rentrer dans au moins 3 maisons sur 5, vous allez trouver un projet. Mais certaines personnes vont vous dire, non, mais pourquoi vous n'avez pas commencé le projet? Mais non, mais ce projet-là, il me faut 100 millions. Il y a quelqu'un qui va dire, mais pourquoi tu n'as pas commencé? Mais non, le projet, il me faut 10 millions. Mais pourquoi tu n'as pas commencé? Non, mais je n'ai pas un partenaire, je n'ai pas un associé. Il me faut tant de millions. Vous voyez? Alors, quand vous n'êtes pas... vous savez, même la banque aujourd'hui donne de l'argent par rapport à la crédibilité, par rapport au crédit que vous aviez, où vous pouvez dire, bon, mais moi j'ai telle maison, ou j'ai tel bien. Quand vous avez du crédit face à la banque vous donne l'argent. Quand vous avez du crédit face à un investisseur, l'investisseur vous donne de l'argent pour démarrer votre projet. Mais si vous-même, vous n'avez jamais pris le risque de dépenser ne fût-ce que 1 million ou 100 000 ou 200 000 sur votre projet et de démarrer, qui va prendre le risque pour vous accompagner? Donc ici, en fait, les Congolais doivent arrêter d'être, surtout dans la théorie, d'avoir écrit des projets qui dorment dans les maisons. Non, plutôt de se dire, bon, mais ce projet, il me faut 100 millions. Est-ce que je ne peux pas trouver un moyen de commencer ce projet avec 250 000, par exemple? Donc aussi, pourquoi? Parce que les gens achètent, n'achètent pas forcément la chaise, la table. Les gens achètent les gens. Vous voyez? Si Madame Aline acceptait de nous recevoir, c'est par rapport à notre crédibilité, à ce que nous faisons déjà. Et c'est pour ça qu'elle dit, bon, comme ce sont les coachs, je les reçois. Mais si c'est quelqu'un qui n'a jamais rien fait et qui dit, je veux être sur le plateau de Madame Aline, je ne sais pas, vous allez dire, mais on va parler de quoi? Vous voyez? Donc ici, les gens achètent les gens. Donc ce qu'il faut faire pour tous les Congolais, la stratégie, c'est quoi? Trouver donc un moyen d'être crédible d'abord. Trouver un moyen d'avoir le branding, c'est-à-dire de se faire remarquer dans quelque chose que vous saviez faire, mais très bien. Trouver un moyen de se faire vendre, mais dans quelque chose que vous savez faire, mais excellemment. Donc ça, c'est déjà une clé pour ceux qui ont des projets, mais qui dorment. Des projets, ils attendent peut-être le jour, mais les 10 millions, là, peut-être que ça va prendre 10 ans. Et vous n'allez jamais commencer. Peut-être que ça prendra 30 ans pour avoir les 100 millions et vous n'allez jamais commencer. Vous allez mourir et le projet va rester. Donc Or, le fait d'avoir commencé avec peu, eh ben, facilement, vous pouvez avoir les 10 millions, peut-être voilà. plus. Voilà, facilement, vous allez peut-être vous faire remarquer. Quelqu'un va dire, mais tiens, vous savez faire telle chose. Vous allez dire, mais non, mais moi, je ne m'arrête pas là. Voilà le projet. Le projet, il est énorme. Ah bon, mais comment on peut faire pour travailler ensemble? Comment on peut faire pour s'associer? Comment on peut faire pour vous aider? Mais si vous n'avez jamais commencé, vous avez un projet et le projet dort à la maison,
franchement, je ne sais pas qui fera le miracle pour venir découvrir ce projet et pour vous apporter les financements nécessaires. Donc c'est pour dire aux gens, n'attendez pas, l'argent n'est pas le seul élément pour se lancer dans l'entrepreneuriat. L'argent n'est pas le seul élément, ça c'est très bien. C'est vrai, l'argent est partie souligner. prenante, mais l'argent n'est pas le seul élément. Pourquoi? On peut avoir de l'argent ici, l'argent n'a pas d'idée. Ok. Mais les idées ont de l'argent. Ok. Lorsque vous avez des idées, vous gagnerez de l'argent. Mais si vous pouvez avoir aussi de l'argent sans idée, vous n'irez nulle part. Raison pour laquelle, pour ceux qui ont un peu d'argent et qui ne savent pas quoi faire, consultez des coachs, venez, on peut vous donner des projets à réaliser. Et quelque chose qui va forcément peut-être générer de l'emploi, qui va forcément apporter une solution à votre communauté, à votre pays. Pourquoi? Parce que l'argent en lui seul n'a pas d'idée. Les gens doivent avoir les idées pour avoir de l'argent ou plus d'argent. Coach Ngoma, c'est difficile aujourd'hui de parler coaching des hommes politiques quand on entend de gauche à droite comment se présente cette réceptibilité là au niveau de l'opinion. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'image de l'homme politique congolais? L'image de l'homme politique congolais, en majorité, se bat. Voilà. L'homme politique congolais, pour plusieurs personnes, c'est le voleur. Voilà. L'homme politique congolais, pour plusieurs personnes, c'est les gaspilleurs. Est-ce que c'est à tort? Quand vous essayez de rentrer à fond, je pense que les gens subissent. Hein? L'homme politique subit en grande partie, mais la responsabilité de tout est partagée. Parce que quand aujourd'hui je ne perçois pas bien ce que l'homme politique fait, je vais finir par m'en détourner, non? Et si l'homme politique lui-même n'arrive pas à faire percevoir bien ce que lui il entreprend, comment on doit le comprendre? Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle, nous avons initié ce qu'on appelle le marketing politique ou le marketing administratif. Vous pouvez avoir de très très belles idées, mais moins de communication autour vous gardera dans l'ombre et vous passerez inaperçu. Alors que si vous mettez en place une bonne politique ou bien un bon marketing politique, ça aussi, il faut faire la différence entre campagne et marketing. Politique. Voilà, la communication politique, c'est aussi important. Quand l'homme politique est invité sur le plateau, il vient avec quoi? Quand l'homme politique va dans ses voyages, qui l'accompagne dans ses délégations? Tous ces éléments peuvent faire de telle sorte que l'homme politique soit bien perçu par la population. Mais moi, je pense que jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup à faire. Le chantier du monde politique, le monde politique congolais est un grand chantier pour nous. On pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de collaborations, il y a beaucoup d'opportunités à faire, il y a beaucoup de carrières à construire aussi. Hein. Il faut donner à cette jeune génération l'occasion, comme le président Sassou d'ailleurs a l'habitude de dire, la plupart du temps des politiques aujourd'hui, ils ont été jeunes. Ils ont été jeunes. Mais aujourd'hui, on a l'impression que cette jeunesse a du mal à s'approprier à 32 ans une carrière, embrasser une carrière. Jusqu'à 32 ans, on est en train d'attendre le foufou de papa ou on traîne encore une salopette sur soi. Ou assis chez soi, on attend une nomination. Voilà, on attend une nomination. Donc aujourd'hui, je pense que le travail, l'homme politique doit s'ouvrir aussi et doit être prêt à comprendre que les paradigmes doivent changer. Et les temps changent et il faut des recyclages, il faut des mises à jour. Hein, il faut des mises à jour. L'homme politique n'est toujours pas celui qu'on doit regarder de loin parce que l'homme politique aussi est social. Madame, je vais vous dire quelque chose. On discutait avec un leader, une autorité, et j'ai remarqué que toutes les fois qu'il arrivait quelque part, il passait comme si c'était tout le monde. Mais après, dans le coaching, on lui a soufflé quelque chose et dit « Monsieur tel, Excellence, vous devrez savoir qu'il n'y a pas de chefferie sans le social. » Voyez-vous, il n'y a pas de chefferie sans le social. Et il y a beaucoup aujourd'hui des leaders politiques qui sont que politiques sans social. Or, ce qui fait l'homme politique, c'est la société, c'est le social, c'est ce cœur de père, ce cœur de mère. Il ne doit pas s'éloigner, il ne doit pas s'effacer parce qu'aujourd'hui, il est là, mais demain, il repartira dans les mêmes endroits, là où il était hier. Donc, au finish, moi, je pense que
Mais là aussi, je pense qu'il y a un petit problème. Peut-être que je comprends mal. Quand vous parlez de social, vous pensez à quoi? Aux œuvres caritatives ou à se rapprocher du peuple de manière naturelle? Mais madame, est-ce que vous savez que le béton ou le mur qu'il y a entre l'homme politique congolais et la population est grand? Il faut des caterpillars pour briser ce mur-là. Imaginez-vous qu'une simple demande d'audience, doit prendre 3 mois. Et si celui qui arrive est porteur d'une idée salutaire pour la nation, il faut d'abord commencer par briser le mur protocolaire par une audience. Voyez-vous, combien d'hommes politiques organisent des discussions avec les gens de leur quartier? Voyez-vous, c'est des mythes. Ce sont des mythes aujourd'hui qu'il faut briser, mais le coach arrive pour permettre à ce que l'homme politique se mette en confiance et que la population, que ce pont-là soit rétabli. Sinon, vous voyez, hier je suivais le journal sur France 24 et c'est un citoyen qui dit mais écoutez, mais le président il ne nous écoute pas trop. Bon, comment le président il n'écoute pas trop la population? À quel moment il va écouter la population? Voyez-vous, donc c'est ce rapprochement social. Il ne faut pas qu'il y ait cassure sociale, mais qu'il y ait gestion de temps, ainsi de suite. Mais avant ça, je voulais rebondir sur un autre élément que vous avez ajouté sur le monde entrepreneurial congolais. Il faut que les gens comprennent ce qu'on appelle les smart business. Aujourd'hui, on parle des smartphones. Mais aujourd'hui, quand on parle de smart, c'est tout ce qui est pratique, simple. Quelqu'un, il va avoir un projet qui doit lui coûter des centaines de millions alors qu'il ne sait pas par où trouver 1 million. Alors, ce n'est pas interdit d'avoir des projets de centaines de millions, mais il faut commencer par des business simples, mesurables, adaptables, dans le temps. On ne peut pas avoir le projet d'aller recolorer les nuages qui sont en train de se décaper, par exemple. Il faut des projets, des mini-projets qu'on appelle des smart business, des mini-projets qui peuvent vous amener à aboutir à un grand projet qui peut amener vers un grand financement. Un autre problème qui tue le monde de l'entrepreneuriat congolais, c'est le manque de fédération de compétences. Vous savez, le Congolais, de par sa nature, a grandi dans un système d'égoïsme protégé. Individualiste. Très individualiste. Nous, on nous a appris à manger dans notre propre assiette depuis qu'on est bébé. Et ensuite, on a grandi avec cet élément-là. On va à l'école encore, on renforce ça. Le cahier, quand tu écris, il faut faire comme ça. Alors qu'ailleurs, il y a cet esprit de convivialité qui est déjà cultivé depuis le bas âge. Et les gens ont aussi l'esprit de confiance. Parce que pour arriver à la fédération des compétences, il faut la confiance. Mais la confiance, c'est cette familiarité aujourd'hui qui naît entre les peuples, entre les citoyens. Et c'est difficile au Congo de développer les coopératives. Les coopératives, par exemple, nous avons une femme qui vient dans tous nos programmes de femmes spéciales chaque année, elle est guinéenne. Elle livre 10 conteneurs de piment par trimestre aux États-Unis. Mais madame, je peux vous dire que 10 conteneurs de piment, ce n'est pas de la blague. Par trimestre. Mais pour arriver à faire 10 conteneurs de piment, 40 pieds, il faut s'associer aux autres. Mais combien de Congolais sont aujourd'hui prêts à être ensemble, comme aujourd'hui nous le sommes, en train de réaliser des projets? Peut-être si j'étais seul, ça allait prendre du temps. Si elle était seule, ça allait prendre du temps. Mais à 2, à 3, à 4, nous nous fédérons. Celui-ci apporte l'idée, celui-ci apporte des partenaires, il apporte les réseaux humains, il apporte... Donc ainsi de suite, les projets se réalisent. Donc notre combat, comme je disais tout à l'heure, c'est d'éviter que nous ayons trop des gens qui renoncent à leurs projets. Nous allons très rapidement aborder le dernier point de notre entretien, puisque vous êtes tous les deux auteurs, vous écrivez des ouvrages. On va commencer par coach Bouya. Alors dites-nous de quoi traitez-vous dans vos ouvrages, dans vos publications? Alors, donc mon premier livre, c'est World Winner, justement. Donc, vous allez remarquer que tous mes projets, j'ai mis winner, winner, winner. L'académie aussi, c'est World Winner Academy. L'autre entreprise, c'est Unstoppable Winner. Pourquoi? En fait, c'est un monde gagnant, donc un monde vainqueur. Pourquoi? Parce que en fait, l'homme
a été créé naturellement pour gagner. Nous avons été créés, vous savez, même un enfant, quand il a tapé son ami à l'école, il est content, il va dire « Maman, c'est moi qui l'ai tapé ». Quand il est premier, il est content. Pourquoi? Parce que naturellement, Dieu nous a fait de telle sorte que nous soyons des vainqueurs, que nous soyons des gagnants. Et malheureusement, avec les défis de la vie, les challenges de la vie, les difficultés, tout ce que nous rencontrons, les maladies, etc., on se dit, ben, finalement, je ne peux pas y arriver, c'est difficile, je ne peux pas réaliser mon rêve. Et on a perdu donc l'originalité qui était d'être vainqueur, chacun dans son domaine d'activité. Et donc, raison pour laquelle donc, moi j'écris World Winner. Pourquoi? Pour montrer que la victoire est dans la mentalité de celui qui refuse d'être vaincu par les obstacles de la vie. Donc, si vous refusez d'être vaincu, vous avez la victoire dans votre mindset. Et donc, vous pouvez réussir tout ce que vous voulez réussir dans la vie. Et donc, raison pour laquelle donc, nous parlons un peu du changement de mentalité. Nous parlons aussi que l'entrepreneuriat ou la réussite peut se faire jeune. On peut commencer jeune. Par exemple, moi, ma première entreprise, j'ai commencé, j'avais 22 ans. Donc, j'ai écrit mon premier livre, j'avais 23 ans. Et donc, vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, ce phénomène où on dit à 30 ans, on est toujours chez les parents en train de faire je ne sais quoi, alors que vous allez voir, hein, le roi David, à 30 ans, il était déjà roi. Pourquoi à 30 ans, on doit toujours être en train de se faire bercer par son père ou sa mère? Je ne comprends pas ça. Donc, raison pour laquelle c'est pour booster aussi justement les jeunes à se responsabiliser et justement à comprendre qu'ils sont vainqueurs et qu'ils peuvent entreprendre de grands projets, qu'ils peuvent lancer, réaliser de grandes choses. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font des choses spectaculaires, qui offrent à leurs parents des Porsche, etc. Mais ils ont 24 ans, 25 ans. Pourquoi pas nous? Pourquoi chez nous, les jeunes doivent toujours être bercés par leurs parents? Non, laissez-le, c'est un garçon, laissez-le, il va faire ceci. Donc, vous voyez un peu, donc ça c'est mon premier livre. Et mon deuxième livre qui va paraître avant la fin de cette année, c'est Votre rendez-vous dans la tempête, parce que nous avions subi beaucoup de tempêtes. On a parlé de crise, on a parlé de coronavirus, plein de choses. Nous avons été exposés à beaucoup de défis. Personnellement, en tout cas, tout le monde a rendez-vous dans la tempête, soit individuellement, soit dans la famille, soit en tout cas... Quelque part dans la vie, si vous n'aviez pas encore été dans une tempête, forcément vous rentrerez là-dedans. Et donc, je montre un peu dans ce livre quelle attitude avoir pour sortir de la tempête. Quand vous êtes en face de la difficulté, quand la vie devient un point d'interrogation, que faire? Donc, c'est ça que je développe justement. Cela m'interpelle personnellement, puisque je me souviens bien que pendant la période difficile du corona, vous étiez sur le terrain avec... vos conférences, vos orientations, vos coachings auprès des entreprises. Et ça, c'était vraiment à féliciter parce qu'on traversait une période d'impasse. Mais vous avez porté cet idéal parce que vous pensez que demain serait meilleur par rapport à vos conseils. Alors, qu'est-ce que cette période a laissé en vous? Alors, j'ai de très très bons souvenirs et je me souviens, dans le confinement, Télé Congo m'appelle. Ils disent, Mélodie vient dire quelque chose. DRTV m'appelle et ils venaient me chercher chez moi parce que je n'avais pas de laisser-passer. On venait me chercher, la télévision nationale, la télévision DRTV me prenait à la maison pour venir sur le plateau, encourager les gens qui étaient dans la dépression. Et j'ai même dû écrire des manuels. J'avais écrit manuel des mesures de guerre parce que nous étions en guerre contre le Covid. Et beaucoup de gens ont perdu l'espoir parce qu'on a tous perdu forcément quelqu'un. C'était difficile. Les entreprises surtout qui ont fermé, ceux qui étaient affectés par la restauration, le domaine hôtelier, vous savez, les avions, etc. Donc beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs avaient perdu espoir, mais j'étais là pour dire, dans la crise, vous savez, on dit que c'est quand tout va mal qu'on reconnaît les vrais leaders. Est-ce que quand tout va mal, vous abandonnez votre pays, vous abandonnez votre communauté ou vous êtes là? Et donc, dans Covid, j'ai pris le risque de sortir de chez moi pour venir délivrer un message d'espoir aux Congolais, aux entrepreneurs pour dire que la crise est une opportunité. Et je disais, pendant cette crise de coronavirus, on peut se faire de l'argent. Et pourquoi? Parce qu'il va y avoir de nouvelles technologies et on a initié des réunions sur Zoom, on faisait des conférences en ligne. Pourquoi? Parce que c'était la nouvelle économie. Et aujourd'hui, on a vu comment ça a pris de l'ascension, qu'aujourd'hui, la nouvelle économie est devenue numérique, est devenue en ligne. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas continuer à rester les choses après. Aujourd'hui, le monde après Covid a beaucoup changé et tout a changé et c'est des bons souvenirs parce que pendant la crise, je pouvais donner un message d'espoir aux Congolais. Très bien. Alors, Coach Ngwamba, vous avez également une bibliographie assez riche.
Je retiens particulièrement cette publication qui a beaucoup fait parler d'elle, Jamais prisonnier d'opinion. Pourquoi ce titre très évocateur et peut-être très engagé? Bon, vous savez, l'auteur vit dans un univers. Et le président Léopold Sédar Senghor disait « L'endroit le plus riche où l'artiste doit puiser son inspiration, c'est sa propre vie, c'est son environnement immédiat. » Et ayant compris que la plupart des citoyens de la Terre sont des prisonniers, mais des prisonniers libres. Vous voyez, donc le monde est devenu une véritable prison, mais avec des prisonniers qui marchent, qui travaillent, qui se promènent, parce qu'ils sont prisonniers de leur opinion. Notre opinion n'est forcément toujours pas à venir casser. J'explique dans mon livre, Jamais prisonnier d'opinion, pourquoi est-ce qu'il y a le phénomène des descentes dans les rues, des manifestations. C'est des choses qu'on peut gérer, qu'on peut éviter. Pourquoi? Parce que si moi j'ai envie de parler, si je veux dire quelque chose à Madame Aline et que Madame Aline ne veut pas m'écouter, je vais aller casser la porte pour m'exprimer autrement parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Si je parle, je ne vous casse pas les lunettes. Mais si vous ne m'écoutez pas, je chercherai un autre moyen pour m'exprimer. Et donc les guerres... Pas de violence, hein, non, voilà. Moyen assez, non, vous savez, l'artiste prévient et prévoit. Il ne faut pas qu'on écrive simplement parce qu'on doit écrire, mais on doit aussi prévenir la société, régler les problèmes en avance, ne pas attendre des crises. Mais comment sortir des crises? Il faut simplement savoir que si quelqu'un veut vous parler, donnez-lui l'occasion de vous parler, de l'écouter. Donc mon livre « Jamais prisonnier d'opinion », c'est en même temps aussi l'expression d'une invitation à la liberté de vie, à la liberté de penser, à la liberté... Parce que quand quelqu'un il prend déjà la plume, c'est qu'il veut parler, non? Quand vous prenez les caméras, ok, 1, 2, 3, top, vous voulez parler. Alors, nous avons passé une très belle émission, mais l'émission a été faite des points de vue de chacun. Donc, l'opinion, c'est cette marque d'existence, c'est ce point-là de caractère qui marque l'existence de chacun. Et priver à chacun de manifester ou de dire, de donner son opinion, c'est empêcher au monde de se développer. Donc, nos idées, nos intelligences se cachent dans nos points de vue. Il faut qu'on apprenne à s'ouvrir, à écouter, à discuter. Donc, Jamais prisonnier d'opinion, un très bon livre, recommandé à tous parce que je traite aussi des questions du réchauffement climatique, qui est devenu un véritable challenge. Sujet d'actualité. Ouais, un sujet d'actualité. Je suis en train de dire dans le livre, nous sommes arrivés à ce stade du réchauffement climatique parce que nous avons effacé le disque dur du monde sans savoir ce qui était à l'intérieur. Il y avait des informations pour notre propre bien. L'environnement nous a accueillis, mais nous avons préféré par notre égoïsme à attaquer l'environnement. Et l'environnement aujourd'hui se retourne vers nous et nous sommes incapables de faire face. Donc le livre invite aussi l'humanité, sinon les Congolais, à penser écologie, à renforcer nos écosystèmes, à repartir vers la terre, à repartir vers l'eau, à assainir les eaux, à assainir la mentalité, à assainir nos quartiers, nos ruelles. Donc le livre invite les gens à tout ça. Où trouver toutes ces publications chez vous par exemple? Est-ce que disponible au Congo dans les librairies? Disponible à la FNAC, à la FNAC. Disponible sur Amazon aussi en ligne. Ah, très bien. Voilà. Et voilà, la FNAC, Amazon. Vous avez aussi la librairie Paillet, par exemple la Pointe-Noire. Et nous avons la librairie Maison de la Presse qui a l'exclusivité de nos livres au Congo. Partout, il y a Maison de la Presse. Vous pouvez trouver nos différents livres parce que j'en ai maintenant 27. Mais c'est très bien. Je pense que nous tendons vers la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un mot, peut-être un message spécial à l'endroit de votre public, de notre public, de vos potentiels clients? Je vais terminer avec la citation de Zig Ziglar. Il disait « Vous êtes né pour gagner. Mais pour gagner, vous devez planifier de gagner. Donc vous devez avoir un plan. Et aussi, vous devez vous préparer à gagner. Et donc vous attendre à gagner. C'est pour vous dire une chose, peu importe là où vous vous trouvez, peut-être sur votre lit d'hôpital, peut-être dans une situation difficile, peut-être dans un stress émotionnel, peut-être dans une rupture ou encore une perte d'argent, une perte d'investissement.
peu importe dans la difficulté dans laquelle vous vous trouvez, rappelez-vous que vous êtes né pour gagner, ayez un plan pour gagner et surtout, attendez-vous à gagner. Et World Winner Academy est là pour vous accompagner. Unissons-nous parce qu'ensemble, nous pouvons créer nos propres victoires. Coach Ngamba. Mais c'est d'abord vous dire merci, Madame Aline. Votre émission était belle et vivante. Merci. Vous savez, nous ne devons pas attendre de nous apprécier à titre posthume. Moi, je dis souvent, apprécions-nous à titre costume, c'est-à-dire pendant que nous sommes là. Ce que j'aimerais dire à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis, c'est de savoir que prenez le départ, à tous ceux qui sont au bout de l'espoir, prenez le départ là où la vie vous dépose. Ne cherchez pas un autre moyen pour parcourir la route. Trouvez les raisons de poursuivre la route même quand vous n'avez plus de raison. Trouvez quelque chose sur laquelle vous allez vous appuyer et dire à tous les Congolais que le Congo est en train de faire sa marche. Le Congo certainement est dans une zone de mutation, mais nous devrons tous être constants dans ces mutations-là. C'est vrai, il y a des choses qui vont monter, il y a des choses qui vont baisser, mais nous invitons la population congolaise à plus de constance, à être sûr que le lendemain est meilleur, mais c'est dans l'unité, dans le travail pour que nous allons vivre le véritable progrès de notre pays. Oh, très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, madame. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire merci en tout cas une fois de plus d'être passé sur ce plateau d'Alinéa. Merci pour vos idées, merci pour cet éclairage, merci pour ces informations que vous avez mis à la disposition de notre public. Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent de près ou de loin. Merci à notre très cher public pour la fidélité. Merci à l'ensemble de l'équipe qui m'a toujours accompagné dans la réalisation de cette émission. À très bientôt sur nos antennes pour un autre numéro.